Voilà, après ce résumé en images, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Dr Ibrahim El-Baheri, professeur en droit international. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Un plaisir partagé. Alors, on l'a vu à travers nos différents sujets qu'effectivement, il y a eu des chamboulements au cours de l'histoire moderne de l'Égypte, c'est-à-dire qu'un coup il y a un Sénat, un coup il n'y a pas de Sénat. On a changé de nom également, ça a été la Haute Chambre. Alors, quelle est la différence entre le Sénat, justement, et Majlis al-Shura? Le Sénat et Majlis al-Shura. En effet, si on peut dire, c'est presque la même chose, la même signification. Mais c'est une appellation différente tout simplement. Tout simplement une appellation, une question d'appellation. Oui. Et en quoi elle est importante dans un gouvernement ou dans un parlement? C'est-à-dire qu'avoir une haute et une basse chambre, en quoi c'est important d'avoir ces deux compositions? En effet, pour mieux comprendre le processus électoral et législatif en Égypte, il faut remonter un peu dans l'histoire du pays. Le régime bicaméral de l'Égypte n'est pas créé aujourd'hui. En effet, ça remonte à l'époque de Mohamed Ali, exactement en 1824. Mohamed Ali a mis en place le Sénat en cette année et il a rendu une nouvelle loi et une première loi organisant le régime de fonctionnement du Sénat. Donc le Sénat a continué ainsi en parallèle avec les chambres de députés jusqu'à la Constitution de 1923 qui a adopté le même système. Donc en 1952, avec la révolution de Nasser, on a abrogé, suspendu, si je peux dire, ce régime en fonction ou à cause de la nouvelle révolution, puisqu'il s'agissait à l'époque de circonstances exceptionnelles. En 1956, une nouvelle constitution a été élaborée pour l'Égypte. Et une seule chambre a été adoptée. Donc le Sénat n'existait pas à l'époque. Ça a continué comme ça jusqu'à 1971. Une autre constitution, ce qu'on appelle la constitution permanente, a été rendue en 1971. Et on a remis en place ce régime bicaméral. Donc c'est Majlis al-Shura qui a été adopté à côté de Majlis al-Shab, ce qu'on appelle le Conseil des peuples. Et le Conseil de consultation, si on peut le dire, quoi. En 1980, Sadat s'est ouvert côté démocratie et donc il a rendu une nouvelle loi réformant le système du Sénat, c'est-à-dire de Majlis al-Shura. Le président Moubarak est arrivé au pouvoir après le départ de Sadat et le Sénat, à savoir Majlis al-Shura ou le Conseil consultatif, est resté en parallèle avec l'Assemblée des peuples jusqu'à 2011 précisément, la révolution de 2011. Donc un retour à des circonstances exceptionnelles similaires à celles des 52, et donc on a suspendu ce régime en place, et en 2013 on a adopté une seule chambre, et en 2019 on a décidé de retourner entre guillemets à l'époque du vouloir de Mohamed Ali, donc un retour au Sénat avec une réforme constitutionnelle et une nouvelle loi rendue en 2020 mettant un régime réglementaire, si on peut dire, du fonctionnement du Sénat. Donc le Sénat et l'Assemblée du peuple, la chambre haute et la chambre basse. Oui, alors je vais vous dire, est-ce que c'est un système qui est adopté par tous les pays du monde? Les régimes politiques diffèrent d'un pays à l'autre. On a des régimes républicains, des régimes parlementaires. Donc la France, à titre d'exemple, connaît ce système. On a deux chambres en France. Donc la seule différence qui existe, si vous voulez, entre l'Égypte et la France par rapport à cela, que le Sénat en France est beaucoup plus efficace. On l'attribue des pouvoirs un peu plus étendus par rapport au Sénat. Je vais m'arrêter sur ce point-là très précisément. Pourquoi est-il plus efficace? C'est-à-dire qu'on sait que le Sénat a un rôle consultatif. Oui. En quoi il est différent aujourd'hui? Est-ce qu'on le consulte
sans qu'il ait d'effet exécutif. Quelle est la différence entre celui en France et celui d'ici? Je vais vous dire. Normalement, les deux chambres ont un rôle principal, à savoir la promulgation des textes législatifs et constitutionnels, c'est-à-dire on a un pouvoir qui est chargé de promulguer, de proposer, discuter et promulguer des lois, qu'il s'agit de lois proprement dites ou de textes constitutionnels. Donc ceci est le rôle naturel de l'Assemblée du peuple ou de ce qu'on appelle l'Assemblée des députés. Même en France, c'est l'Assemblée nationale qui agit dans ce sens. Donc, elle a un pouvoir étendu en ce qui concerne la promulgation des lois, l'approbation du budget, le contrôle du gouvernement. Donc, en Égypte, c'est la même chose presque. Nous avons l'Assemblée des peuples qui, en effet, propose les projets de loi, les discute et les promulgue. Également contrôle le budget de l'État. On a même dans notre Constitution un autre pouvoir accordé à l'Assemblée du peuple, c'est celui de l'approbation de la décision présidentielle du choix du Premier ministre, à titre d'exemple. Ce genre de pouvoir n'est pas accordé au Sénat. Selon la Constitution égyptienne, c'est-à-dire la modification qui a eu lieu en 2019, on a attribué au Sénat deux rôles principaux. Les deux rôles, en effet, si on peut dire, sont des rôles complémentaires. Donc, ils aident l'Assemblée du peuple, l'Assemblée des députés, à mener à bien l'agenda législatif. Donc, étant donné un rôle complémentaire, on peut comprendre alors que le Sénat, son rôle s'arrête à donner des avis, à faire des études, presque dans tous les domaines. La démocratie, les valeurs de la société, tous les domaines, le droit de l'homme, l'approfondissement de la vie dans le régime égyptien. Donc, parallèlement à ce rôle, si je puis dire, complémentaire, il y a un autre rôle toujours accordé au Sénat, c'est celui concernant le fait de donner son avis. Donner son avis par rapport aux traités, par exemple, liant l'Égypte. Ici, il y a une différence. L'Assemblée du peuple approuve les traités. Le Sénat donne son avis au traité. Et il y a une grande différence entre approuver et donner un avis. Approuver, c'est exercer un pouvoir. Mais donner son avis, celui qui reçoit l'avis peut l'accepter comme il peut ne pas l'accepter. Dans ce cas-là, dans ce que vous dites, c'est important puisque effectivement, là, le Sénat complète en quelque sorte l'Assemblée du peuple ou le Parlement. Et là encore, son choix par les électeurs est important parce que nous avons besoin de personnes sages, compétentes pour pouvoir étudier les différentes situations pour pouvoir les proposer ensuite au Parlement. Bien évidemment. En effet, préparer des études, donner un avis de la part des seigneurs, si on peut le dire, quoique aujourd'hui les jeunes ont le pouvoir d'accéder. Donc donner son avis, faire ses études, ceci est un processus très important pour mener à bien la mission législative de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée des députés, quoi. Donc, on ne peut pas nier l'importance de l'existence du Sénat dans le système politique égyptien. Donc, dans ce cadre d'élaboration juridique du système du Sénat, on passe alors à la phase électorale. C'est-à-dire le nombre de députés, on a presque 300. Le chef de l'État a le pouvoir de choisir 100 de 300 et un tiers, à savoir le deuxième 100, sont choisis dans le cadre d'une liste fermée et
les 100 restants, c'est en effet à titre individuel, c'est-à-dire libéral. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les sages, qui représentent le Sénat, vous l'avez dit, aujourd'hui, le statut de sage a changé, a évolué au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, un sénateur, on l'imaginait une personne âgée, avec beaucoup d'expérience, justement, c'est pour ça qu'on le consulte, parce qu'il a énormément d'expérience dans le domaine où il a été choisi, pour lequel il a été choisi, et effectivement, il avait une carrure vraiment d'un sage. Aujourd'hui, cette image a évolué car les demandes et les défis ont évolué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui demander à une personne, à un sage d'autrefois, par exemple, de parler d'intelligence artificielle, qui est un sujet aujourd'hui très important. Est-ce que c'est pour ça que le statut de sénateur a évolué? On a besoin d'un sang neuf parmi les sages? En effet, s'agissant de l'Égypte en particulier, si vous vous rappelez peut-être, le président français était en visite en accompagnant, il a été accompagné par le chef de l'État égyptien, ici au Caire, il a dit des propos très importants par rapport à l'Égypte. Ce propos était consacré au fait que l'Égypte est un pays très ancien et un pays trop jeune, très jeune par sa population. Oui, même l'Égypte par rapport à la France est totalement différente. Oui. Donc nous avons vraiment une jeunesse extraordinaire. Donc c'est tout à fait normal que le Sénat ouvre la porte à cette jeunesse. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, que la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui s'intéresse à la révolution technologique. Donc on en a vraiment besoin, quoi. Donc ouvrir la porte aux jeunes, c'est tout à fait logique pour compléter, si je puis dire, la sagesse des seigneurs. C'est vrai. Alors, nous avons vu également qu'au cours de l'histoire, le taux de participation de ces sénatoriales est timide par rapport aux élections législatives et présidentielles. Et ça, ce n'est pas qu'en Égypte, c'est à travers le monde. Les sénatoriales n'intéressent pas grand monde ou pas trop de monde encore. Et pourtant, vous l'avez dit, le choix de ces personnes est essentiel pour compléter la formation du gouvernement. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont, on va dire, soucieux de la politique de leur pays, soucieux et sensibles à ce qui se passe dans notre quotidien politique? Vous savez, le fait que le taux de participation lors des élections du Sénat soit un peu faible par rapport aux élections législatives et présidentielles n'est pas un cas particulier à l'Égypte. Donc on l'a vu même en France. C'est vrai. Donc, mais ça c'est parce qu'ils ne connaissent pas le rôle réel du Sénat? Ça peut jouer aussi. Ça peut jouer, mais également, si je prends le cas de l'Égypte, on peut constater une légère amélioration concernant ce processus. C'est-à-dire, si on revient aux élections de 2020, le taux de participation était 14%, à ma connaissance. Donc, ces élections-là, on a un taux de participation qui est allé jusqu'à 17,10, d'après l'estimation que j'ai une nette amélioration, enfin, une légère amélioration. Oui, exactement. À mon sens, elle peut y avoir des moyens pour augmenter le taux de participation, surtout des jeunes. À travers les partis, par exemple? C'est pas seulement à travers les partis. Vous savez, un État comme la Suisse ou comme l'Estonie ont adopté les systèmes de vote électronique. La France aussi a adopté ce système de vote électronique pour les Français à l'étranger et pour certains départements en France. Donc aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, qu'on a des générations en Égypte trop jeunes. L'Égypte est un pays jeune. On devrait s'adapter. Donc si on adopte ce système de vote électronique, je peux me permettre de vous dire que le taux de participation peut monter jusqu'à 40 ou peut-être 50%. Donc pourquoi? Parce que ce système de vote est un système qui aide même s'il a des inconvénients concernant la confidentialité, mais c'est un système, s'il est bien élaboré, et l'approuver, son efficacité notamment en Suisse, comme je vous ai dit, et l'Estonie. Ça d'un côté, je me rappelle très bien quand on était en France, à titre d'exemple, lorsqu'il y a eu du vote, entre Nice et Paris, il y a presque 1000 km. Oui. Et donc nous avons deux consulats en France, un à Marseille et l'autre à Paris.
Donc si le vote se fait à Paris ou à Marseille, je pense que l'Égyptien qui habite à Nice ne fera pas 1000 km pour aller voter. Effectivement. Donc si on facilite la tâche à ces Égyptiens à l'étranger et ils ne sont pas une minorité, en adoptant ce système de vote, notamment que les chefs de l'État lui-même Au moins à l'étranger. Bien sûr. Au moins pour les Exactement. Égyptiens à Comme comme la l'étranger. France pour les Égyptiens à l'étranger. Effectivement. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Si ça réussit, on peut également après l'élargir petit à petit. Donc ça c'est un moyen que j'estime important. Un autre moyen, c'est mon point de vue, on peut également, vous savez, Mohamed Ali, lorsqu'il est arrivé au pouvoir au XVIIIe siècle, la première chose qu'il a fait, il a envoyé les Égyptiens en France pour apprendre. Rien n'empêche alors qu'on adopte des systèmes étrangers, ce que correspond à la situation de l'Égypte. Et nous avons des cerveaux. Donc rien n'empêche. Aujourd'hui, on a réformé la Constitution en 2019. On a rendu une loi en 2020 et en 2025, il y a quelques mois. Est-ce qu'on ne peut pas envisager en même temps la possibilité d'accorder au Sénat d'autres pouvoirs afin qu'on puisse accorder à cet organe l'importance qu'il mérite? Effectivement. Et si on fait ça, je pense que la population égyptienne peut s'intéresser davantage au vote pour cet organe législatif. Alors, ce que vous dites est très juste et très important et j'espère qu'effectivement les responsables pourront étudier la question. Je voudrais revenir sur le vote électronique. Vous avez mentionné effectivement que la France, pour les Français vivant à l'étranger, le vote électronique existe. Ils s'inscrivent juste avant. Il y a un contact et un lien direct avec les ambassades de France à travers le monde pour pouvoir permettre à ces Français de s'enregistrer et de voter. On a l'exemple également des États-Unis qui n'est pas un très bon exemple puisque nous avons pu voir à travers les cyberattaques, à travers les votes trafiqués, que le vote électronique, parfois pour des grandes puissances, pour des pays où, je ne vais pas dire des grandes puissances, pour des pays où les politiques sont fragiles, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles d'être attaquées, telles que les États-Unis, la France, l'Égypte, où il y a des complotistes incroyables. Est-ce que ce moyen n'est pas encore est-ce qu'il est prêt à être adopté dans un pays tel que le nôtre? Si on regarde un peu la politique égyptienne depuis quelques années, on voit que le chef de l'État lui-même encourage le système de gouvernement électronique. C'est vrai. On le voit dans tous les ministères. Donc, vous savez, le système de vote électronique, s'il est bien élaboré, il peut garantir, élaborer et également, comme j'ai dit, bâti d'une façon permettant de garantir la confidentialité. Et la transparence. Voilà. Et je pense qu'il y a bien des processus qu'on fait aujourd'hui même en Égypte par la voie électronique qui fonctionnent parfaitement. Et je ne vois pas pourquoi, si ceci fonctionne, ça ne devrait pas fonctionner dans le système de vote électronique. Notamment, comme je vous ai dit, ça encourage au vote, ça facilite la tâche, ça permet aux jeunes de participer dans la vie politique égyptienne, ça fait des économies également, c'est bien pour l'environnement. Donc ça réussit en Suisse. Moi, j'ai évité de prendre l'exemple des États-Unis. J'ai préféré donner l'exemple de la Suisse, de l'Estonie et de la France. Donc la France, c'est vrai, ne l'a pas généralisé, mais au moins, elle l'a adopté pour les Français à l'étranger et ça réussit jusqu'à maintenant. Et surtout quand les élections tombent en pleine chaleur, tel que ça l'a été cette année. Si on parle, oh, bien évidemment, bien sûr. Donc... Alors, justement, vous étiez en train de prendre l'exemple de la Suisse. Encore une fois, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir descendre sur le terrain, voir à travers les différents pays qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir se faire son propre système à nous et le modeler de sorte qu'il soit adapté à notre système. Vous savez, nous avons un proverbe qu'on dit en français, c'est lui qui ne tente rien n'a rien. C'est vrai. Donc si on ne tente pas la nouvelle technologie, surtout qu'on essaye qu'on l'adopter dans le système d'impôts, dans le ministère de la Justice, dans l'éducation supérieure, donc si
aujourd'hui, la nouvelle technologie s'infiltre aujourd'hui dans toute l'administration égyptienne. Effectivement. Et pourquoi alors on se prive de le faire? Et si on parle de la crainte de corruption, je suis désolé, si on peut trafiquer, on n'a pas besoin tout simplement d'adopter ce système, on peut le faire et on le sait dans certains pays du monde. Quoi. Donc bien au contraire, si on met un système bien élaboré, je pense qu'on peut se garantir aisément des processus dont le peuple participe à majorité et dont les résultats sont réels. Qu'avez-vous pensé du rôle de l'autorité nationale des élections justement au cours de cette période? On a vu qu'une cellule de crise était ouverte à travers les différents gouvernorats. Une salle d'opération au Caire gère ces cellules de crise, reçoit les plaintes, essaye de faire en sorte d'y répondre au moment même. Comment vous avez vu son rôle au cours de ces sénatoriales? Je pense qu'on constate aujourd'hui une nette amélioration dans les processus électoraux en Égypte par rapport aux années passées. C'est pas seulement, comme je vous ai dit, le taux de participation, mais également le rôle accordé et exercé par cette autorité. On voit qu'elle devient de plus en plus efficace. Que les portes sont ouvertes pour les organes étrangers, si je puis dire, qui veulent regarder ce que se passe en Égypte. On ne travaille pas dans l'ombre, aujourd'hui on travaille en plein soleil, si on peut le dire. Ajoutons sur cela, s'agissant les processus électoraux, c'est-à-dire les partis politiques. On voit aujourd'hui que les partis politiques s'intéressent davantage, de plus, par rapport aux autres élections. Des blocs, si je puis dire, ou de collisions qui se font créer entre les différentes parties pour pouvoir se garantir des sièges au sein de cette assemblée. Donc, justement, vous avez pris une question que je voulais vous poser. Les partis politiques égyptiens sont-ils à la hauteur justement des attentes du peuple? C'est-à-dire que quand on voit à travers le monde, en Europe, les partis politiques sont actifs sur le terrain pour pouvoir inciter les gens à voter et à pouvoir adhérer à leur parti. Est-ce qu'aujourd'hui en Égypte, c'est le cas? Si on regarde en Égypte, compte tenu de sa grandeur, on a presque une centaine de partis politiques. Je pense que parmi les centaines, une minorité qui est vraiment efficace sur le terrain. Est-ce que ça peut revenir au défaut de moyens? Parce que trop de liberté aussi, c'est-à-dire accorder la liberté de créer des partis politiques, ce n'est pas aller jusqu'à 100 partis. Donc c'est beaucoup trop, quoi. C'est ceci peut-être qui a obligé, qui a contraint les partis à se regrouper. À faire des coalitions. Exactement, pour pouvoir vraiment trouver des places dans le cadre de ces élections. Qu'il nous manque de maturité politique, c'est tout à fait normal. Parce que l'Égypte a traversé, comme on l'a dit, des histoires mouvementées. Donc, et les problèmes économiques jouent un rôle. On ne peut pas comparer l'Égypte, malgré tout, à des États dont la démocratie est bien bâtie, bien sûr. Je pense qu'on est sur le chemin. On est sur le chemin et j'ai vu tout à l'heure, avant de rentrer chez vous, qu'au mois de novembre, on va inaugurer la première ligne de train électrique. Et au mois de novembre aussi, on va inaugurer, à ma connaissance, les grands musées d'Égypte. Donc je pense qu'on est en train de trouver notre chemin. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans une phase transitoire? C'est-à-dire que après une grande révolution, après des chamboulements et des transformations qu'il y a eu dans la politique égyptienne, nous sommes dans une phase transitionnelle qui permettra à un État démocratique bien bâti qui... Si je me permets de dire, en effet, la phase transitoire est déjà passée. On est maintenant peut-être dans une autre phase. La nouvelle République. Voilà, on peut dire, je pense que les années qui viennent, si le chemin continue tel qu'il a été bâti, je pense qu'il y aura une amélioration, et surtout si on utilise la force de notre jeunesse.
Docteur Ibrahim, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international. Ça a été un plaisir comme à chaque fois quand vous venez sur notre plateau. Merci beaucoup à vous et c'est un plaisir de partager et d'être invité de votre part. Merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.